Dans la ferme isolée de Robinson, un étrange rituel se déroulait, aussi persistant qu'incompréhensible. Le vieux berger allemand, amaigri, les pattes écorchées jusqu'au sang, creusait sans relâche au même endroit, ignorant la nourriture, le repos, les appels. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Ses gestes, pourtant, n'avaient rien d'animal, il y avait dans sa détermination une sorte de folie méthodique, une urgence silencieuse qui frappa immédiatement Robinson. En tant qu'ancien soldat, il reconnaissait cette intensité, celle d'un instinct guidé par quelque chose de plus fort que la peur ou la fatigue. Alors, cédant à cette intuition qu'il avait appris à ne jamais ignorer, il saisit son vieux détecteur de métaux, relique d'un passé qu'il tentait d'oublier. Lorsque la bobine survola la terre retournée, un son strident et continu hurla dans ses écouteurs, quelque chose d'énorme reposait là, sous leurs pieds, enfoui dans le silence du sol. Les derniers kilomètres du voyage avaient été une conversation entre le gravier et les pneus usés de son vieux pick-up. La peinture bleue, délavée par des années de pluie et de soleil, avait pris la couleur d'un ciel épuisé. À chaque ornière, à chaque pierre, la carrosserie grinçait comme un vieil animal qu'on force à marcher encore un peu. Depuis une heure, Robinson n'avait croisé âme qui vive seulement la procession immobile des pins et des bouleaux qui bordaient la route, leurs feuilles commençant à roussir sous le premier souffle de l'automne. C'était la péninsule supérieure du Michigan, un territoire de silence et d'espace, un monde que le temps semblait avoir oublié. Pour Robinson, c'était précisément ce qu'il cherchait. Il avait fui la foule, les sirènes, la rumeur constante des villes. Après des décennies de tumulte intérieur, il voulait le vide, un silence capable d'étouffer le bruit qui vivait encore dans sa tête. Au sommet d'une colline, la ferme apparut enfin. Une maison à 2 étages, simple, au crépi jadis blanc, maintenant écaillé jusqu'à révéler le bois gris et nu. Le porche, fatigué, s'enroulait autour de la façade, et la cheminée de pierre de rivière s'élevait de travers, mais tenace, vers le ciel. À gauche, une grande grange rouge penchait légèrement, comme un vieillard au dos courbé. Autour, 50 acres de champs sauvages et de bois denses s'étendaient jusqu'à l'horizon. Un endroit parfait pour disparaître. Robinson coupa le moteur. Le silence soudain fut si profond qu'il en devint presque palpable, une présence autour de lui. Il resta un long moment immobile, les mains sur le volant. 54 ans, le visage marqué par des années de service et de solitude. Grand, sec, taillé dans le travail manuel. Ses cheveux bruns, coupés courts à la militaire, grisonnés aux tempes, et une barbe épaisse, plus grise que brune, encadraient une mâchoire fermée par habitude. Dans ses yeux couleur noisette brillait pourtant une douceur inattendue, une profondeur fatiguée mais vivante. Son blouson de cuir brun, usé jusqu'à la trame, pendait ouvert sur une chemise à carreaux. Ses jeans décolorés et ses bottes pleines de boue racontaient l'histoire d'un homme qui marchait beaucoup et parlait peu. En descendant du véhicule, il prit une inspiration lente. L'air était frais, saturé d'odeurs de pin, de terre humide et de feuilles en décomposition, le parfum discret mais enivrant des forêts profondes. Le porche gémit sous son pas, mais résista. Il observa les toits, les murs, les clôtures, tout demandait du travail. Et cela lui convenait parfaitement. Le travail, il connaissait. Un chantier à remettre d'aplomb, un objectif à atteindre, un cycle à respecter, commencement, effort, accomplissement. C'était une mission. Et les missions, au moins, faisaient taire les pensées. Les premiers jours s'écoulèrent dans une cadence brutale mais apaisante. À l'aube, il se levait. Jusqu'au crépuscule, il sciait, réparait, dégageait les broussailles, clouait des planches, refaisait le toit de la grange. Il ne parlait à personne. Ses seuls compagnons étaient le cri des corbeaux et le bruissement d'animaux invisibles dans les forêts. Chaque soir, il s'asseyait sur les marches du porche, une tasse de café noir entre les mains, laissant la douleur musculaire remplacer celle, plus ancienne, de l'âme. Il était seul mais cette solitude, vaste et rude comme la forêt, le sauvait lentement. C'est au 4e soir qu'il sentit qu'on l'observait. Le soleil se couchait derrière les arbres, sa lumière se mêlant d'orange et de violet, quand un frémissement à la lisière du bois attira son attention. Il s'immobilisa aussitôt, ses réflexes d'ancien soldat prenant le relais avant même que la pensée ne se forme. Là, à une centaine de mètres, une silhouette. Un chien. Un berger allemand, grand, osseux, le poil épais mais sale, hérissé par endroits. Il ne bougeait pas. Se tenait droit, oreilles dressées, fixant la maison avec une vigilance tranquille. Il ne grognait pas, ne fuyait pas. Il observait et cette observation avait quelque chose d'humain, presque militaire. Robinson sentit une méfiance froide l'envahir.
Il n'était pas venu ici pour avoir de la compagnie, encore moins celle d'un animal perdu. Il avait déjà ses fantômes à nourrir. Il termina son café, se leva lentement et rentra dans la maison sans un mot. Mais le lendemain soir, le chien était revenu. Même heure, même distance, même silence. Et le soir suivant encore. 3 jours de suite, cette présence immobile à la lisière du bois, telle une sentinelle patiente. Le 3e soir, alors qu'il lavait son assiette à l'évier, Robinson leva les yeux, le chien était là, couché cette fois, la tête sur les pattes, les yeux toujours fixés sur la maison. Une étrange douleur lui traversa la poitrine, quelque chose qu'il refusa de nommer. Le chien, malgré sa maigreur, gardait une noblesse farouche. Son immobilité n'était pas celle de la peur, mais du devoir. Il ressemblait à un soldat posté en vigie, fidèle à une mission oubliée. Robinson soupira. Il ouvrit un placard, sortit une boîte de ragoût de bœuf, un de ses repas d'urgence, la vida dans un vieux bol métallique, remplit un autre d'eau fraîche, et sortit sur le porche. Sans un mot, il posa les bols au bas des marches. Pas d'appel, pas de geste. Juste une offrande silencieuse. Puis il rentra, ferma la porte et s'éloigna de la fenêtre. Ce n'était rien, se dit-il. Un simple geste, une manière d'apaiser quelque chose dans l'animal ou en lui. Le lendemain matin, les bols étaient vides, nettoyés jusqu'à la dernière goutte. Et, à la lisière du bois, le berger allemand était là, assis, immobile, le regard calme, presque reconnaissant. Il n'avait pas fui. Il ne montrait ni crainte ni défi. Juste une présence. Entre eux, un fil invisible venait de se tendre fragile, mais réel. Les jours devinrent des semaines. La routine s'installa, simple et tacite. Chaque matin, Robinson déposait une ration au bas des marches. Chaque matin, le chien attendait qu'il rentre avant de venir manger. Parfois, il restait ensuite dans l'herbe haute, observant Robinson réparer une clôture ou fendre du bois. La méfiance n'avait pas disparu, mais une forme de respect muet prenait racine. L'homme ne parlait pas. Le chien non plus. Pourtant, quelque chose se reconstruisait lentement, entre deux êtres que la vie avait rendus méfiants du monde. Parfois, au crépuscule, Robinson levait les yeux du feu et apercevait la silhouette du berger allongé dans le champ, gardienne silencieuse de la maison et des secrets qu'elle abritait. Et, sans l'admettre, cette présence lui apportait une paix qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Il se surprenait à murmurer des mots au vent, à parler à voix basse comme on s'adresse à un ami perdu. Le chien, lui, restait à distance, mais son regard disait plus qu'aucun langage. Et chaque jour, à mesure que l'automne s'installait et que la forêt se teintait d'or, Robinson sentait la maison devenir un peu plus vivante. Le bois craquait, le vent chantait dans les arbres, et le silence, autrefois écrasant, commençait à ressembler à une forme de compagnie. Il ne savait pas encore que ce lien fragile, tissé de solitude et de fidélité, allait bientôt l'entraîner bien plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé jusqu'à ce que le chien creuse, des jours durant, dans cette terre qu'il semblait vouloir réveiller. Jusqu'à ce que, sous la surface tranquille de sa retraite, quelque chose d'enseveli depuis longtemps se mette à respirer de nouveau. Dans les jours qui suivirent son arrivée à la ferme, Robinson se surprit à penser de plus en plus souvent au chien. Ce compagnon inattendu s'était peu à peu imposé dans le paysage de sa nouvelle vie une présence silencieuse, presque nécessaire. Mais l'animal n'avait toujours pas de nom. Robinson en avait essayé plusieurs dans sa tête, les rejetant aussitôt, trop familiers, trop affectueux. Il n'était pas prêt à cela. Il voulait une distance, une neutralité. Pourtant, un détail s'imposait à lui, les yeux du chien. Ses prunelles vives, d'un brun presque fauve, scrutaient le monde avec une attention méthodique. Rien ne leur échappait. Elles observaient, analysaient, comme les radars tournants qu'il voyait autrefois sur les bases militaires, balayant l'horizon à la recherche de menaces invisibles. Un après-midi, alors qu'il le regardait suivre du regard le vol d'un faucon dans le ciel clair, le nom s'imposa à lui, radar. Simple, fonctionnel, juste. Un nom qui convenait à un chien dont la vigilance semblait sans faille. Ce n'était pas un mot d'amour, mais un mot d'estime. Un soldat aurait donné ce nom à une machine indispensable à un instrument de survie. La vie à la ferme reprit son cours. Robinson réparait les fuites du toit de la grange, remplaçait les poutres pourries du plancher de la maison, sciait, clouait, rabotait. Ce travail manuel était un baume, il le laissait épuiser le soir, incapable de se laisser envahir par les souvenirs qui, d'ordinaire, rôdaient dans sa tête à la tombée du jour.
Ce silence qu'il avait tant cherché devint enfin un compagnon fidèle. Pour la première fois depuis des années, il sentit poindre quelque chose de fragile, un frémissement de paix. Puis le rituel commença. C'était un mardi matin, frais, lumineux. Robinson avait mis la gamelle dehors, comme chaque jour. Mais Radar n'était pas à son poste habituel. En plissant les yeux, il finit par le repérer, à une centaine de mètres de la grange, dans un carré de trèfle et d'herbes folles. Le chien creusait. Rien d'inhabituel, pensa-t-il d'abord. Les champs regorgeaient de gaufres et de mulots. Il reprit donc son travail, traçant dans le bois la ligne parfaite d'un nouveau madrier pour le porche. Les heures passèrent, rythmées par le crissement régulier de la scie et l'odeur fraîche du pain coupé. Vers midi, Robinson s'essuya le front et leva les yeux vers le champ. Radar était toujours là. Le trou s'était élargi, une cicatrice sombre au milieu de la prairie dorée. La terre volait en gerbes régulières entre ses pattes puissantes. Tout son corps vibrait d'une énergie concentrée, presque douloureuse. Robinson observa un moment, intrigué. Le chien ne s'arrêtait pas. Il ne jouait pas. Il travaillait, avec une obstination implacable. Un frisson d'inquiétude lui traversa l'esprit, mais il le repoussa. Quand le soleil commença à décliner, Radar creusait encore. Ses mouvements s'étaient ralentis, son flanc se soulevait à un rythme haletant, mais il refusait de s'arrêter. Le soir venu, il ignora la gamelle. Première fois. Il ne s'interrompit que pour boire longuement, puis retourna aussitôt au trou, poussé par une volonté qu'aucun ordre ne semblait pouvoir briser. Le lendemain, l'inquiétude s'était changée en certitude. Quelque chose n'allait pas. Radar était déjà au travail avant même que Robinson ne sorte de la maison. La terre s'amoncelait autour de lui en monticules irréguliers. Robinson s'approcha lentement, s'arrêtant à une trentaine de pas. « Eh, ça suffit » dit-il d'une voix rauque. Radar leva la tête, les yeux brillants, le museau et les pattes couverts de boue. Un gémissement étouffé s'échappa de sa gorge, un son chargé d'une frustration profonde, presque humaine. Puis, sans un mot, il reprit. Plus vite. Plus fort. Robinson resta planté là, impuissant. Il connaissait les chiens, les vrais, ceux dressés pour la guerre, chiens de garde, chiens renifleurs, chiens de détection. Il savait reconnaître cette concentration absolue, cette fixation que rien ne pouvait détourner. Mais ici, il n'y avait pas d'ordre, pas de cible. Seulement un instinct brut, inexpliqué. Ce n'était plus du dressage, c'était une obsession. Pendant 2 jours encore, Radar creusa. Le trou devint un fossé. Le chien, un spectre gris et blanc, réduit à sa mission unique. Il s'amaigrissait, ses pattes saignaient, laissant de petites empreintes rouges sur les pierres qu'il dégageait. Il souffrait, mais continuait, mu par une force invisible. Le 4e soir, Robinson ne put plus supporter la scène. Le spectacle de cette bête s'acharnant jusqu'à la douleur réveilla en lui quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, la colère protectrice d'un homme qui refuse de laisser un compagnon se détruire. Il s'avança jusqu'au bord du trou. Radar était si profondément enfoui qu'on ne voyait plus que son dos et sa queue. Radar, dehors. Le ton n'était pas une demande. C'était un ordre. Le genre de voix qu'il avait utilisé autrefois, dans des lieux où un mot pouvait signifier la vie ou la mort. Le chien s'immobilisa. Lentement, il recula, haletant, tremblant. Ses yeux se levèrent vers Robinson pleins d'une attente presque douloureuse. Comme s'il disait, « Regarde. Tu vois, toi aussi, n'est-ce pas ?» Robinson se pencha. Le trou faisait bien 4 pieds de profondeur. Rien que de la terre, des racines, des pierres. Mais au fond de lui, il savait. Quelque chose était là. Il l'avait appris à la dure, on ne doute pas de l'instinct d'un animal qui a senti la guerre. Radar ne s'arrêterait pas. Il creuserait jusqu'à s'écrouler. Alors Robinson comprit qu'il devait choisir. Reboucher le trou, forcer le chien à abandonner, ou lui faire confiance. Il leva les yeux vers le ciel rougi du soir. La décision se prit d'elle-même. Le silence qu'il était venu chercher venait de s'effondrer. Une nouvelle mission venait de le trouver. Il tourna les talons, se dirigea vers la grange, cette cathédrale de poussière et d'ombre. Le soleil filtrait entre les planches disjointes, dessinant des colonnes de lumière dans l'air saturé de paille et de particules dorées. L'odeur du bois ancien, de la rouille, de la terre sèche emplissait l'espace. La moitié du bâtiment croulait sous les outils rouillés d'une époque révolue.
L'autre moitié, c'était son domaine. Contre le mur, 3 grands coffres kaki, marqués de lettres à demi effacées. Des vestiges d'une autre vie. Celle d'un homme qu'il avait tenté d'enterrer aussi profondément que ses souvenirs. Radar entra à sa suite, ses griffes résonnant doucement sur le sol en béton. Il semblait comprendre que quelque chose avait changé. L'agriculteur fatigué avait disparu. L'ancien soldat venait de reprendre le dessus. Robinson s'agenouilla et souleva le loquet du coffre central. Les gonds grinçants rompirent le silence. À l'intérieur, soigneusement rangé dans des découpes de mousse, reposait l'équipement d'un ingénieur de combat, un homme formé pour détecter ce que d'autres avaient tenté d'enfouir. Ses doigts retrouvèrent, avec une aisance instinctive, le détecteur de métaux. Pas un jouet de plage, mais un modèle militaire, lourd, précis, capable de repérer une mine à travers des mètres de terre. L'assemblée ne demanda que quelques gestes. Les mouvements revinrent comme une vieille chanson, mécanique, précis, infaillible. Quand il se redressa, la machine prête sur son épaule, Robinson sentit le poids familier du devoir revenir. Le métal froid contre sa paume, la tension dans ses épaules, le bourdonnement à peine perceptible du courant qui passait dans le boîtier. Radar l'attendait dehors, assis près du bord du trou, comme un éclaireur en faction. Sa tête penchée, ses yeux fixés sur l'homme. Robinson enfila les lourds écouteurs, abaissa l'interrupteur. Le monde se rétrécit. Le vent, les oiseaux, les bruits du champ s'effacèrent, remplacés par un hum sourd, régulier. Le chant du métal sous la terre. Il commença à balayer lentement le sol, traçant autour du trou de larges cercles précis. Chaque mouvement réveillait un souvenir. Le sable du désert. Le bourdonnement de la radio. Les ordres chuchotés. Le silence avant la détonation. Derrière lui, Radar ne bougeait pas. Ses oreilles frémissaient au rythme du balayage, son regard rivé au moindre geste. Et dans ce champ tranquille du Michigan, sous la lumière déclinante, un vétéran et un chien formaient à nouveau une unité silencieuse, l'un cherchant, l'autre attendant. 2 survivants liés par une intuition commune, quelque chose les attendait là-dessous, enfouis dans la terre comme un secret refusant de mourir. Dans le calme de la vallée, les gestes de Robinson étaient mesurés, précis, empreints d'une discipline acquise au fil des années. Son détecteur de métaux décrivait de larges cercles réguliers, chaque passage recouvrant la moitié du précédent. L'appareil grésillait, crachotait, gémissait parfois, comme une bête mécanique réveillant les fantômes du passé. Les sons se succédaient d'un sifflement aigu pour un clou perdu, un grondement sourd pour un vieux boulon rongé par la rouille, vestige d'un tracteur oublié. Robinson ne s'y attardait pas. Son esprit n'était fixé que sur une seule chose, comprendre ce qui, depuis des jours, obsédait son chien. Radar, le berger allemand, avait creusé sans relâche, fouillant le sol comme s'il y avait là-dessous quelque chose qui appelait. Robinson approcha du trou, ses bottes effleurant les tas de terre retournés. Il fit glisser le disque du détecteur au-dessus du vide. Le bourdonnement familier de ses écouteurs s'éteignit d'un coup, remplacé par un hurlement aigu, continu, implacable. Ce n'était ni un bip, ni un craquement, mais une note pure, tranchante, qui vibrait jusque dans sa colonne vertébrale. Il se figea, les jointures blanchies sur la poignée de l'appareil. Lorsqu'il souleva le disque, le son cessa. Quand il le redescendit, le cri revint, absolu, ininterrompu. Son cœur s'emballa. Ce signal n'était pas ordinaire, il était vaste, profond, rectangulaire, quelque chose de dense et de parfaitement uniforme. Son entraînement de vétéran prit le relais. Il passa en revue les hypothèses. Pas une canalisation, la forme ne correspondait pas. Pas non plus un vieux réservoir, le signal était trop net, trop structuré. Ce qu'il avait là, enfoui sous ses pieds, n'appartenait pas à la terre. Dans d'autres circonstances, ce genre de son aurait signifié danger. Il coupa la machine. Le silence du champ retomba, brutal, presque assourdissant. Radar l'observait, immobile, les oreilles dressées, la gueule entr'ouverte laissant échapper un gémissement grave, à peine audible. Le chien savait. Il savait depuis le début. Robinson sentit un frisson lui remonter l'échine, une simple peine ne suffirait pas. Le lendemain, il prit la route vers la petite ville la plus proche. Après des semaines d'isolement, le retour à la civilisation le heurta comme une tempête, le vrombissement des voitures, les éclats de voix sur les trottoirs, tout lui paraissait agressif. Il trouva un dépôt de location d'outils en périphérie et gara son vieux pick-up. Le gérant, un colosse aux mains noircies de graisse, le jaugea d'un air méfiant.
Une mini-pelle pour quelques jours, dit Robinson d'un ton sec. Je dégage de vieilles fondations. L'homme plissa les yeux. Pas avec ce tas de ferraille-là, fit-il en désignant le pick-up. Je te la fais livrer demain. $50 de plus. Robinson hocha la tête, paya sans discuter, indiqua l'adresse isolée de sa ferme, ce qui attira un nouveau regard soupçonneux, puis reprit la route, soulagé de voir la ville s'éloigner dans son rétroviseur. Le lendemain matin, à l'aube, un camion à plateau souleva la poussière de son allée. Le chauffeur déchargea la machine jaune près du trou, lui fit signer le bon, et disparut en moins d'un quart d'heure. Alors, le véritable travail commença. Le soleil montait au quand Robinson fit rugir le moteur diesel. Le bruit éclata comme une détonation dans la quiétude de la vallée. Radar s'éloigna, se réfugiant à l'ombre du vieux hangar, observant son maître avec une vigilance inquiète. Robinson ne se précipitait pas. Il retirait la terre méthodiquement, couche après couche, élargissant le trou que le chien avait commencé. Le godet mordait la terre noire, lourde et humide, exhalant une odeur de racines et de pluie ancienne. 4 pieds de profondeur, puis 5. À 6 pieds, l'air se fit plus froid, saturé de l'odeur dense de l'argile. Toujours rien. Le doute s'insinua. Avait-il été dupé par la machine? Était cela un caprice absurde, né de sa solitude et du comportement inexplicable du chien? Il enfonça le godet une fois de plus. Cette fois, la machine trembla, parcourue d'un frisson métallique. Puis un bruit atroce retentit, le crissement du métal contre le métal, un son si aigu qu'il lui fit grincer les dents. Il coupa le moteur d'urgence. Le silence tomba, seulement brisé par le sifflement dans ses oreilles. Il sauta hors de la cabine et glissa dans le trou. Là où le godet avait frappé, la terre était écorchée. À genoux, il se mit à dégager la zone à la main, puis à la pelle. Le sol était lourd, mêlé de pierres, d'un brun sombre presque noir. La sueur lui brûlait les yeux. Enfin, une tache de couleur apparut. Ce n'était pas le rouge ferrugineux de la rouille, mais un blanc écaillé, jauni par le temps. Son souffle se bloqua. Il creusa plus vite, le cœur battant à tout rompre. Sous la couche de terre, une ligne droite apparut à un filet de peinture rouge, effacé, presque disparu. Il la suivit, élargissant la zone dégagée. Ce qu'il mit au jour était lisse, métallique, froid sous ses doigts. Son esprit refusait de comprendre, de mettre des mots sur ce qu'il voyait. Mais quand il eut dégagé une nouvelle plaque de surface, le verdict devint inévitable. Sous ses gants sales, il distingua des lettres peintes, fendillées, écaillées par les décennies. AMBULANCE. Robinson recula d'un pas, la pelle tombant de ses mains dans un fracas sourd. Il resta là, figé, le souffle court. Une ambulance. Une ambulance enterrée à 2 mètres de profondeur, au milieu d'un champ oublié du Michigan. Le silence qui l'entourait n'avait plus rien de paisible. Il était lourd, saturé d'un secret enfoui. Le soleil déclinait lentement, drapant les nuages de reflets violets et oranges, comme une blessure dans le ciel. L'air se chargeait d'humidité. Le froid du soir s'insinuait dans le trou, glacial, humide, presque vivant. Robinson resta immobile, les yeux fixés sur ce mot qui changeait tout. Ambulance. Un mot de secours, de vie, de rédemption. Mais ici, c'était une insulte. Une tombe d'acier. Radar s'approcha enfin, le museau tendu au-dessus du trou. Un grondement bas, anxieux, vibrait dans sa poitrine. Il sentait ce que l'homme ressentait, une bascule invisible, une menace latente. L'ancien soldat reprit le contrôle. Ses réflexes refirent surface. Ce n'était plus une ferme, c'était une scène. Un mystère. Un tombeau à ouvrir. Il quitta le trou, les gestes redevenus précis, militaires. Quelques minutes plus tard, il revint avec une barre à mine et un petit marteau de forgeron. Des outils faits pour forcer les choses à parler. Les portes arrière du véhicule n'étaient plus que des blocs de rouille soudés à la terre. Les jointures, gonflées d'argile, scellées par le temps, formaient une barrière impénétrable. Il n'y avait plus de poignée visible, seulement un loquet rongé et enfoncé dans la tôle. Robinson planta la pointe de la barre dans la fine fente du haut et pesa de tout son poids. Le métal gémit, un cri long et torturé résonnant dans l'air du soir. Rien ne céda. Il recommença, plus fort. Ses muscles saillaient, les veines gonflées sous la peau. Il martela le fer avec le marteau, enfonçant un peu plus l'outil, gagnant 1 millimètre à chaque coup.
des flocons de rouille tombaient comme une poussière rouge, une pluie sèche. Peu à peu, il sentit un léger mouvement. Pendant près d'une heure, il lutta seul contre la carcasse du temps. Le choc du marteau, le grincement du métal, le souffle saccadé de son effort, c'était tout ce qu'on entendait, tandis que la lumière déclinait. Enfin, dans un craquement sec, un des loquets céda. La porte droite trembla, puis s'entr'ouvrit d'un pouce, dans un bruit de déchirure. Haletant, Robinson lâcha ses outils et tira à pleine main. La porte s'ouvrit lentement, raclant la terre accumulée à l'intérieur. Il alla chercher une lampe de forte puissance, l'alluma, et dirigea le faisceau dans la pénombre béante. Il s'attendait à voir un intérieur ordinaire, un brancard, des tiroirs médicaux, des restes d'un véhicule de secours figé dans le temps. Mais ce qu'il allait découvrir, ce que la lumière allait révéler dans cette obscurité close depuis des décennies, allait bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Et, à cet instant précis, alors que la lumière blanche entrait dans la tombe d'acier, même le vent sembla retenir son souffle. Dans la lumière tremblante de sa lampe torche, Robinson découvrit un mur solide de terre noire. Devant lui, l'intérieur du véhicule n'était plus qu'une masse compacte de racines, de pierres et de terre tassées, comme si quelqu'un avait voulu sceller à jamais son contenu. Rien n'était laissé au hasard. Chaque pelletée semblait avoir été placée avec une rigueur presque rituelle, un travail long, méthodique, obstiné. Ce n'était pas une dissimulation faite dans la panique. C'était une sépulture. Un frisson glacial, plus profond que la simple peur, remonta le long de son dos. L'air sentait le métal, l'humidité, la corrosion. Ce qu'il avait sous les yeux, ce n'était plus un véhicule oublié par le temps, mais un tombeau scellé dans l'acier. Il resta immobile un instant, son souffle court, avant de récupérer un petit outil de tranchée militaire dans sa malle. La lampe calée sur une saillie, il se glissa à l'intérieur du véhicule, dans l'étroit passage qu'il avait dégagé, et commença à creuser. L'air était lourd, froid, sans la moindre trace de vie. Le bruit sec de la pelle heurtant la terre compacte se mêlait à sa respiration haletante. Chaque geste semblait absorber le silence autour de lui, transformant l'espace clos en une crypte. Il travaillait avec la lente précision d'un archéologue, retirant la terre centimètre par centimètre, comme s'il exhumait les couches d'une histoire oubliée. Un pied, puis deux. La lumière blanche de la lampe découpait un cercle net dans l'obscurité oppressante. Il était à mi-corps dans le véhicule lorsqu'un son différent retentit sous la lame de sa pelle, non pas le choc d'une pierre, mais un bruit sourd, doux, presque charnel. Il s'immobilisa aussitôt, son cœur cognant dans sa poitrine. Posant la pelle, il se mit à dégager la terre à main nue. Le sol était froid, légèrement humide. Ses doigts rencontrèrent une matière rêche, du cuir pourri. Il écarta davantage la terre. C'était une sangle, reliée à un sac de toile, un sac de médecin, ou plutôt d'infirmière. Son cœur se serra. Il venait de trouver quelque chose qui appartenait à la victime. La respiration suspendue, il continua à fouiller, creusant avec une étrange combinaison de respect et d'urgence. Ses doigts frôlèrent bientôt quelque chose de lisse, de dur, et d'immédiatement reconnaissable, de l'os. Il retira sa main brusquement, comme s'il s'était brûlé. Un long moment, il resta immobile, avant de reprendre son courage et d'écarter les dernières couches de terre. Ce qu'il vit alors figea tout son être. Une main humaine, pâle, aux os jaunis par le temps, reposait là, les phalanges encore enserrées dans les lambeaux d'une manche d'uniforme. Le monde sembla se rétrécir, réduit au faisceau tremblant de la lampe et à cette main muette. Ce n'était plus un mystère à résoudre, mais une présence. Une vie terminée ici, dans l'obscurité, ensevelie dans une prison d'acier et de terre. Robinson murmura, comme pour la libérer, Sarahe. Le nom émergea de sa mémoire comme un écho du passé, mais il ne savait pas encore comment il le connaissait. Il recula lentement, sortit du véhicule et leva les yeux vers le ciel. Les premières étoiles commençaient à percer la nuit. Autour de lui, la ferme était silencieuse, paisible, mais cette paix semblait désormais lourde, presque insupportable. Ce silence qu'il avait tant recherché s'était transformé en fardeau, saturé de la présence invisible des morts. Il reboucha partiellement la fosse, un geste de respect plus que de dissimulation, avant de regagner la maison. Dans la cuisine, la lampe diffusait une lumière jaune sur la table. Devant lui, le sac de cuir, déformé et couvert de boue, reposait comme une relique. Son odeur, mélange d'humus et de pourriture, emplissait la pièce. À ses pieds, Radar, le berger allemand, demeurait immobile. Il ne quittait pas son maître, attentif au moindre frémissement.
par moments, il poussait un soupir, ses oreilles frémissant au craquement du bois dans la charpente. Pour la première fois, Robinson sentit une gratitude sincère pour la simple présence du chien. Il n'était plus seul face à l'inconcevable. À travers la fenêtre, le noir de la nuit vira peu à peu au violet profond, puis au gris laiteux de l'aube. Une lueur timide filtrait déjà sur le plancher lorsque Robinson sentit revenir en lui une forme de clarté. Il avait désormais une mission et non plus une curiosité à satisfaire, mais un devoir à accomplir. Il prit le sac et le porta à l'évier. Le cuir, rigide, craquelé, semblait prêt à se désagréger au moindre geste. Il ouvrit doucement le robinet, laissant couler un mince filet d'eau froide. À l'aide d'une brosse à poils souple, celle qu'il utilisait autrefois pour nettoyer ses outils, il se mit à frotter délicatement. Chaque mouvement était mesuré, précis, presque rituel. La boue séchée se dissolvait lentement, dévoilant le cuir taché d'eau sombre. Il nettoya les fermoirs rouillés, les coutures effilochées. Ses mains travaillaient avec une tendresse étrange, comme si ce geste pouvait rendre hommage à celle qui avait porté cet objet. Après une heure de travail minutieux, le sac retrouva un semblant de dignité. Il le déposa sur une serviette propre, étendue sur la table. Les fermoirs étaient soudés par la rouille. Robinson alla chercher un petit levier et un flacon d'huile pénétrante dans son atelier. Avec la précision d'un chirurgien, il fit couler quelques gouttes dans le mécanisme et tira doucement. Un craquement sec retentit, le sac s'ouvrit enfin. Une odeur d'humidité et de désinfectant rance s'en échappa, une bouffée de temps figé. L'intérieur, comme l'ambulance, était rempli de la même terre compacte, noire, collante. Il inspira profondément et se mit à fouiller, les doigts fouillant la matière dense avec une lenteur respectueuse. Les premiers objets qu'il en sortit étaient familiers, un stéthoscope, dont le caoutchouc craquait sous ses doigts, un brassard à tension taché de moisissure, des ciseaux chirurgicaux rongés par la rouille, un thermomètre fendu dans son étui jauni. Les outils d'une vie vouée à soigner, à sauver. Il racontait l'histoire d'une femme de devoir, d'une infirmière qui avait continué à servir jusqu'au bout. Puis, sous ses doigts, il sentit une forme plus nette, rectangulaire. Il la tira avec précaution, un portefeuille en cuir, raidi et gondolé par le temps. Il le nettoya doucement. À l'intérieur, derrière une fenêtre de plastique jaunie, se trouvait un permis de conduire du Michigan, daté de 1993. La photo, à moitié effacée, laissait tout de même deviner un visage jeune, souriant, lumineux. Une femme d'une vingtaine d'années, les cheveux clairs tirés en arrière, les yeux pleins d'intelligence et d'espoir. En dessous, imprimé en lettres officielles, Sarae. Robinson prononça le nom à voix basse, presque avec révérence. Sarae. Dans la cuisine silencieuse, les mots semblèrent prendre corps. Donner un nom à la morte, c'était lui rendre son humanité. Ce n'était plus un squelette perdu dans un cercueil d'acier, c'était une femme, avec une vie, une famille, une histoire. En feuilletant le portefeuille, il trouva quelques billets froissés, une carte de bibliothèque, et une photo d'un couple âgé, souriant sans doute ses parents. Puis, dans une petite poche latérale, son doigt rencontra un objet dur, métallique. Il l'extrait délicatement, un bouton de manchette, lourd, en argent massif, noirci par le temps. Un bijou d'homme, raffiné, précieux. Il le frotta doucement du pouce, et sous la crasse apparut un monogramme élégant, entrelacé, FC. Il posa le bijou à côté du permis de conduire. Deux objets, deux initiales, deux destins liés. Sarae et FC. Robinson resta longtemps assis, le regard perdu sur ses reliques. L'aube s'était entièrement levée, emplissant la cuisine d'une lumière pâle. Le chien leva la tête, observant son maître sans bruit. Il comprit alors que ce qu'il avait trouvé n'était pas seulement un corps. C'était le début d'une vérité ensevelie depuis des décennies. Et, qu'il le veuille ou non, il en était désormais le gardien. Dans le silence de la cuisine, la lumière du matin glissait à travers les rideaux, découpant sur la table un théâtre d'ombres et de vérités enfouies. Parmi les objets lavés de boue, il est resté un dernier vestige, oublié au fond du sac, un petit rectangle de plastique que ses doigts reconnurent aussitôt, un micro-enregistreur à cassette, un modèle populaire dans les années 1990. Son boîtier était couvert de terre séchée, ses vis rongées par la corrosion, son compartiment à piles envahi de cristaux verts et blancs. À première vue, ce n'était qu'une épave inutile, un débris du passé. Et pourtant, à travers la minuscule fenêtre de plastique, Robinson distingua les bobines minuscules d'une bande encore intacte. Il savait que la bande magnétique, si la coque était restée hermétique,
pouvait parfois résister à des conditions que le papier n'aurait jamais endurées. Il posa délicatement le magnétophone sur la serviette, aux côtés des autres reliques, le permis de conduire au sourire figé de Sarae, la gourmette en argent gravée d'une initiale accusatrice, et ce petit appareil porteur d'une voix oubliée. La lumière dorée inondait désormais la table, donnant à chaque objet la solennité d'une pièce à conviction. Robinson sentit un frisson lui parcourir la nuque. Il avait un nom. Un visage. Une initiale. Et désormais, une voix, prisonnière dans quelques centimètres de bande. Le silence qu'il s'était imposé si longtemps venait de se fissurer. Une histoire attendait d'être racontée et une promesse, faite à la jeune femme du portrait, réclamait d'être tenue. Il savait ce qu'il devait faire, appeler la police. Mais avant, il devait écouter. La table de cuisine devint son poste de commandement, un îlot d'ordre et de devoir au milieu du calme du vieux corps de ferme. Les vestiges de la vie de Sarah étaient là, étalés comme les pages d'un dossier secret. Robinson fixa le magnétophone. Le bijou n'était qu'un indice, la cassette, elle, pouvait être un témoignage. Il la prit et se dirigea vers son atelier, son sanctuaire. Là, tout avait une place précise, chaque outil, chaque vis, chaque solution. C'était le seul lieu où le monde obéissait encore à des règles compréhensibles. Radar, le berger allemand, suivit son maître sans un bruit et s'installa dans un coin, observant avec la patience d'un veilleur. Sous la lumière vive d'une lampe d'établi, Robinson examina l'appareil. Le compartiment à pile était un désastre, une petite grotte de rouille et de corrosion. Avec la précision d'un homme qui avait autrefois désamorcé des engins explosifs, il entreprit de gratter les contacts, minutieux, imperturbables. Il nettoya ensuite la surface à l'alcool, chaque geste aussi mesuré que la respiration d'un tireur d'élite. Concentré, il leva un instant la main pour caresser Radar. Ses doigts effleurèrent l'intérieur de l'oreille du chien et s'arrêtèrent. Une texture étrange, rugueuse, attira son attention. Intrigué, il pencha doucement la tête de l'animal vers la lumière. Radar se laissa faire, confiant, docile. Sous la peau pâle de l'oreille, une marque bleutée apparut, un tatouage ancien, presque effacé. Une suite de lettres et de chiffres, LK 477. Robinson resta figé. Ce code, il le connaissait. Il en avait vu d'autres semblables sur des chiens de patrouille, sur des compagnons d'armes dressés à obéir, à protéger, à détecter. Radar n'était pas un simple errant venu des bois. C'était un soldat. Un professionnel formé, discipliné, abandonné sans explication. Le regard de Robinson changea. Tout prit soudain un sens, les excavations obsessionnelles, les veilles silencieuses, les mouvements méthodiques. Ce n'était pas la folie d'un chien perdu, c'était la vigilance d'un gardien, la loyauté d'un être en mission. Robinson murmura, d'une voix où vibrait une reconnaissance presque fraternelle. Alors voilà ton histoire, Radar. Le chien remua lentement la queue, un battement discret contre le sol de béton. Robinson sentit monter en lui une émotion profonde, un écho douloureux de sa propre existence. Lui aussi avait été un soldat. Lui aussi avait été laissé pour compte, un outil rendu obsolète. Deux âmes usées, rejetées par un monde qui n'avait plus besoin d'elles. Revigoré, il retourna au magnétophone. Après avoir fouillé dans un tiroir, il trouva deux piles encore valides. Il les inséra avec précaution, replaça le couvercle et appuya sur le bouton play. Rien. Un silence lourd, cruel. Il sentit la déception lui mordre la poitrine, puis se souvint d'un vieux réflexe, il tapota fermement le boîtier contre sa paume, maintenant la touche enfoncée. Un léger ronronnement s'éleva. Les bobines commencèrent à tourner. Robinson sourit faiblement et rapporta l'appareil à la table de cuisine. Le bruit ténu du moteur lui parut miraculeux, comme le battement d'un cœur revenu à la vie. Radar posa la tête sur son genou. Ensemble, ils écoutèrent. D'abord, il n'y eut qu'un souffle, le murmure du temps qui passe sur une bande usée. Puis, d'entre le grésillement, une voix émergea, jeune, claire, vivante. 3 octobre 1995. Journal audio. Il a plu toute la journée. Le service à la clinique était calme. Madame Gable va mieux, c'est une bonne nouvelle. C'était la voix de Sarae. Robinson en sentit les larmes lui brûler les yeux. Cette voix franchissait 30 ans pour venir hanter sa cuisine. Il écouta, immobile, tandis qu'elle parlait du quotidien, du ciel gris, d'un film qu'elle avait vu. Une vie simple, ordinaire, vibrante d'humanité. Puis,
Peu à peu, le ton changea. 10 octobre. Franck m'a encore offert des fleurs aujourd'hui. Il est si charmant, si intense. Mais parfois, quand il me regarde, j'ai l'impression que ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Ça me met mal à l'aise. Robinson se redressa, chaque muscle tendu. La lettre gravée sur le bijou F. Franck. Les jours passèrent sur la bande. La voix de Sarah se fit plus tendue, plus brisée. 17 octobre. C'est pire. Franck est furieux. Il sait tout, maintenant. Il m'a dit que je détruirais sa vie. Qu'il me ferait taire s'il le fallait. J'ai peur. Il n'est plus l'homme que je croyais. Le souffle du magnétophone emplissait la pièce entre les phrases, comme le battement d'une horloge funèbre. Puis vint l'ultime enregistrement. Le son était différent, troublé par le grondement d'un moteur, le vent d'une route ouverte. La voix de Sarah tremblait. 22 octobre. Il a appelé. Il veut qu'on se voie pour arranger les choses. Il m'a dit de le suivre jusqu'à l'ancienne propriété Blackwood. Je n'aurais pas dû accepter. Seigneur, je n'aurais pas dû. Il me suit maintenant. Je vois ses phares dans mon rétroviseur. Je ne devrais pas être là. Oh mon Dieu, il est là. Un claquement sec. Puis plus rien. Le silence qui suivit était absolu. Le sifflement final de la bande semblait emplir tout l'espace, un linceul sonore. Robinson resta assis longtemps, incapable de bouger. Il venait d'entendre mourir une femme. Ses derniers mots, sa peur, son souffle coupé par la panique. Sur la table, le monde s'était réduit à 3 choses, un bijou, un permis de conduire, une cassette. 3 fragments d'une vérité atroce. Il regarda la photo, le sourire jeune, inconscient du danger à venir, puis le bijou en argent, FC Frank Creed. Le nom du meurtrier résonna en lui comme une détonation. La paix fragile de son exil venait de s'effondrer. Il n'était plus un homme cherchant à fuir le passé, il était un témoin. Et ce témoin avait un devoir. Il se leva. La chaise grinça sur le parquet, un son vif dans la quiétude du matin. Il marcha jusqu'à l'ancien téléphone mural, un appareil rotatif couleur ivoire, vestige d'un autre âge. Sa main, pourtant, ne trembla pas. Il décrocha, sentit le froid du combiné contre son oreille, et composa lentement le numéro du shérif du comté. Chaque déclic du cadran tournant résonnait comme le battement d'un cœur décidé. Au bout de la ligne, une voix calme, professionnelle. Service du shérif, bonjour. Robinson inspira profondément. Quand il parla, sa voix était claire, neutre, celle d'un soldat livrant un rapport. Mon nom est Robinson. Je suis à la ferme Henderson, sur Pine Creek Road. Derrière lui, Radar leva la tête, comme s'il comprenait que quelque chose venait de basculer. Le vent fit claquer les volets contre la maison. Dans ce vieux corps de ferme, après des années de silence, la vérité venait enfin de parler. Et dans cette vérité, Robinson retrouva quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, un but, un combat, une raison de rester debout. Robinson prit une inspiration lente, lourde, avant de décrocher le téléphone. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme, presque militaire, comme celle d'un homme qui a appris à contenir l'émotion dans les moments où elle pourrait le trahir. Je dois signaler la découverte de ce qui me semble être un site funéraire humain, dit-il simplement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. On aurait pu entendre une mouche voler. Un site funéraire, monsieur? Pouvez-vous préciser, demanda enfin la voix du standardiste, professionnel mais teintée d'une hésitation perceptible. C'est à l'intérieur d'un véhicule, répondit Robinson. Le véhicule est enterré à environ 2 mètres sous terre. Il semble s'agir d'une ambulance. Aucune spéculation, aucun tremblement dans la voix. Juste les faits, précis, froids. Il entendit un léger cliquetis de clavier, le murmure mécanique d'un monde bureaucratique en train de s'éveiller à l'inconcevable. Êtes-vous certain d'avoir trouvé des restes humains, monsieur? Demanda la voix, désormais un peu moins assurée. J'en suis certain. Je suis vétéran. Je sais ce que je regarde. J'ai sécurisé la zone immédiate et j'attends vos instructions. Le ton militaire, précis, fit son effet. L'interlocuteur sembla se ressaisir. Très bien, monsieur Robinson. Ne touchez à rien. Ne laissez personne approcher du site. Une patrouille est en route. Elle sera là dans environ 1 heure. Le silence retomba après le clic sec de la ligne coupée.
Robinson reposa lentement le combiné dans son berceau. Il savait qu'à cet instant précis, il avait franchi une frontière invisible. En appelant, il venait de réinviter dans sa vie le monde qu'il avait fui. Plus de retour possible. Moins d'une heure plus tard, le bruit des pneus crissant sur le gravier de son allée annonça l'arrivée de la loi. Une seule voiture, couverte de boue séchée, s'immobilisa devant la ferme. Un homme en descendit. La cinquantaine bien entamée, les épaules un peu voûtées, comme alourdies par des décennies de responsabilité et de déception. Son uniforme, bien que propre, portait la fatigue du temps, les plis étaient adoucis par l'usure, le cuir de sa ceinture poli par les années. Un large moustache grisonnante barrait un visage buriné, marqué par cette patience lasse propre aux hommes qui passent leur vie à régler les drames des autres. « Monsieur Robinson » demanda-t-il d'une voix grave et tranquille. « Shérif » répondit simplement Robinson, hochant la tête. « C'est par ici. » Il le guida jusqu'à la fosse, radar, le berger allemand, observant depuis le porche, un grondement sourd roulant dans sa poitrine. Le shérif Thompson balaya la scène du regard, la pelleteuse, les monticules de terre, le trou béant, l'arrière de l'ambulance qui émergeait du sol comme un cercueil d'acier. Il se pencha, braquant une puissante lampe torche dans l'obscurité, sans rien dire. Son expression resta impassible, mais ses yeux, eux, s'assombrirent. Robinson raconta tout, le chien, la terre remuée, la détection du métal, la découverte du véhicule, puis des restes. Sa voix resta calme, méthodique, presque clinique, comme s'il faisait un rapport militaire. Quand il eut fini, il guida le shérif jusqu'à la maison. Sur la table de la cuisine, les objets découverts étaient encore alignés sur une serviette propre, la carte d'identité, le bijou terni, le magnétophone miniature. Le shérif examina chaque pièce, sa lampe dessinant des cercles de lumière sur le bois. Il fronça les sourcils en saisissant le permis de conduire, essuya du pouce un grain de terre sur le visage souriant de la jeune femme. « Sarahe » murmura-t-il. Sa voix était à peine audible, comme si le nom lui pesait. « Je me souviens d'elle. J'étais jeune à l'époque, un bleu. C'était en 1995. Sa voiture avait été retrouvée sur la route, moteur encore tiède. Pas de lettres, pas de lutte, rien. Elle avait disparu. Son absence avait brisé sa famille. » Robinson poussa le magnétophone vers lui. « Vous devez entendre ceci. » Il appuya sur play. Un craquement de bande magnétique, puis la voix paniquée d'une jeune femme envahit la pièce. « Je n'aurais jamais dû accepter de le rencontrer à l'ancien, oh mon Dieu, il est là. » Le silence qui suivit sembla étirer le temps lui-même. Le visage du shérif se durcit, la lassitude laissa place à une détermination froide. Il leva les yeux vers le petit objet métallique posé à côté, un bouton de manchette gravé des lettres FC. « Frank Creed » dit-il, comme si le nom avait un goût amer. Sa famille les Blackwood possédaient ces terres, autrefois. Il se redressa. « Monsieur Robinson, à partir de maintenant, toute cette ferme est une scène de crime active. Je vais faire installer un périmètre. Restez dans la maison et ne touchez à rien. On prend le relais. » Pendant 2 jours, la propriété devint un balai silencieux d'hommes en uniforme. Une petite équipe médico-légale fouilla, photographia, répertoria, puis emporta chaque pièce du puzzle macabre. Robinson observait depuis sa fenêtre, étranger dans son propre foyer. Le 2e soir, tout s'arrêta. L'ambulance fut recouverte d'une bâche, la fosse cerclée d'un ruban jaune qui claquait dans le vent d'automne. Puis, comme si la terre reprenait son souffle, un calme irréel retomba sur la ferme. Le 3e jour, le shérif revint. Seul. Il avait vieilli de 10 ans en 3 nuits. Ses yeux cernés, son dos un peu plus voûté. « Il me bloque » lâcha-t-il d'une voix contenue, debout dans la cuisine sans même retirer sa veste. « J'ai apporté la cassette, le bouton de manchette, tout. Je suis allé voir le procureur du comté pour obtenir un mandat de perquisition chez Creed. Cet homme vit dans le manoir familial depuis un demi-siècle. » « Et » demanda Robinson. « Rien. Mon dossier a été mis en révision indéfinie. Puis j'ai reçu un appel du procureur lui-même, sois prudent, shérif. Frank Creed est un pilier de la communauté, un grand donateur politique. Et il m'a dit, de ne pas ruiner la réputation d'un homme respectable à cause d'un enregistrement vieux de 30 ans et des divagations d'un ermite. » L'insulte glissa sur Robinson sans l'atteindre. Il fixait seulement le problème, nu, inacceptable. « Donc, ils vont laisser tomber. » « Oui,
confirma le shérif. Ils veulent classer le dossier, déclarer les restes comme Jane Doe, attendre une analyse qui ne viendra jamais. Ils vont l'enterrer une deuxième fois. Cette nuit-là, un coup discret résonna à la porte. Robinson ouvrit. Le shérif se tenait sur le perron. Il n'avait plus son uniforme, un simple blouson, un jean, des cernes d'insomnie. Sa voiture de patrouille avait disparu, une camionnette banale attendait dans l'ombre. « Je suis ici hors service », dit-il à voix basse. « Officiellement, mes mains sont liées. Le système qui devrait rendre la justice, le protège, lui. C'est pourri jusqu'à la moelle. » Il regarda un instant le noir de la nuit, comme pour y chercher le courage de dire la suite. « J'avais 25 ans quand cette fille a disparu. J'ai dû affronter ses parents, leur dire encore et encore que nous n'avions rien. Pendant 30 ans. Je ne recommencerai pas. » Il fit un pas vers Robinson. « Officiellement, je ne peux rien te demander. Tu es un civil. Mais officieusement, tu es un homme aux compétences particulières. Tu as trouvé ce que personne n'a trouvé en 30 ans. Je ne peux pas obtenir de mandat, mais peut-être que toi, tu peux trouver quelque chose d'irréfutable. Quelque chose qu'ils ne pourront pas enterrer. » Il tendit la main. « Hors des livres. Juste toi et moi. Pour rendre justice à cette fille. » Robinson fixa cette main, puis le ruban jaune au loin, frémissant sous le vent. Il était venu chercher le silence. Le monde, lui, venait de lui offrir une voix, celle d'une morte réclamant qu'on l'écoute. Il serra la main du shérif. « D'accord, shérif. Hors des livres. » Le vieux dîner de la ville sentait le café froid, la graisse et les secrets. Thompson s'assit dans une banquette usée, la couverture de plastique craquelée par le temps. Devant lui, une tasse à moitié vide refroidissait lentement. Il n'avait plus porté son uniforme depuis leur accord clandestin. C'était désormais un homme divisé, d'un côté, le représentant officiel de la loi, de l'autre, celui qui refusait de laisser la vérité mourir sous le poids de la politique. Il sortit un vieux téléphone à clapet, l'ouvrit d'un geste mécanique. L'écran terne affichait une courte liste de contacts. Son pouce hésita un instant, puis s'arrêta sur un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis 3 décennies, Neil Baxter. En 1995, Baxter avait été un suspect éphémère dans la disparition de Sarah, un homme à tout faire du coin, au passé troublé et à la colère facile. Son alibi avait tenu de justesse. Thompson, jeune adjoint à l'époque, avait toujours eu un doute, sans jamais pouvoir le prouver. Il appuya sur la touche verte. Une sonnerie. 2. 3. 5. Puis une voix tremblante, vieillie par le tabac et la solitude. « Allô ? Neil. C'est le shérif Thompson. Vous vous souvenez de moi ? » Un long silence. Suspicion, peur. « Shérif, je n'ai rien fait de mal depuis des années. Vous le savez. » « Je le sais, Neil. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. C'est au sujet de Sarah. Vous vous souvenez d'elle ? » Cette fois, le silence fut plus lourd encore. Thompson entendait la respiration de Baxter, saccadée, incertaine. « Sarah, qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi ? » On l'a retrouvée, Neil. Enterrée sur les terres des Blackwood. Celle qu'un certain monsieur Robinson possède aujourd'hui. Dans une ambulance. Thompson laissa les mots flotter dans l'air, emplir l'espace comme une confession impossible. Le destin, songea-t-il, a une manière étrange de ressurgir surtout quand la terre décide de rendre ses morts. Et quelque part, sous les nuages bas de la péninsule, 2 hommes que tout opposait à un vétéran fatigué et un shérif désabusé se préparaient à réveiller un secret que tout un comté aurait préféré oublier. Le souffle de l'homme à l'autre bout du fil trahissait l'incrédulité. « Mon Dieu » murmura Baxter d'une voix éraillée par le choc. 30 ans. 30 ans, elle était là, tout ce temps. Un son plus profond, presque animal, s'échappa de sa gorge à un mélange de sanglots et de remords. De l'autre côté de la ligne, le shérif Neil Thompson gardait un ton calme, mais sa voix vibrait d'une gravité contenue. « Baxter, vous aviez été interrogé à l'époque. Vous aviez juré ne rien savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose, maintenant, dont vous vous souvenez ? Quelque chose en rapport avec Frank Creed ? » Le nom flotta dans l'air, empoisonné, lourd de menaces. Baxter haleta, comme s'il venait d'être frappé en plein ventre. « Creed, ce monstre ? Oui, je me souviens. Il est venu chez moi, shérif,
juste après votre interrogatoire. Il savait que je l'avais vu se disputer avec Sarah, près de la vieille grange, le jour de sa disparition. Il m'a retrouvé chez moi immense, menaçant. Il m'a dit que si jamais je parlais, il brûlerait ma maison avec ma femme et mes enfants à l'intérieur. Il disait qu'il avait des gens, des alliés puissants, qu'il connaissait tout de ma vie. J'étais terrifié, shérif. Je voulais juste protéger ma famille. Que pouvais-je faire? La voix de Baxter se brisa, noyée de sanglots. Il savait que j'avais des dettes de jeu, de mauvaises dettes. Il a dit qu'il s'assurerait que ces types viennent me régler. Qu'il pouvait me faire accuser de n'importe quoi. Il m'a montré ce dont il était capable, ce que l'argent pouvait acheter. J'étais un homme désespéré, shérif. Il m'avait pris à la gorge. Il m'avait, tout simplement. Thompson écouta sans l'interrompre, les poings serrés sur le bureau, le cœur glacé par une colère froide. C'est bon, Neil. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Merci de me l'avoir dit. Il raccrocha lentement. Sa main tremblait, mais pas de peur, l'épuisement des années venait de se dissoudre, remplacé par une détermination d'acier. Frank Creed n'était pas seulement un homme puissant, il était un prédateur. Un tueur méthodique qui, pour cacher ses crimes, avait terrorisé ceux qui avaient eu le malheur de le croiser. Et désormais, Thompson venait de trouver la raison qui lui manquait pour le faire tomber. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Robinson menait sa propre enquête. Il avait contacté un vieil ami de service, un sergent aux cheveux gris qui dirigeait un centre de dressage pour chiens militaires retraités. La voix rocailleuse du vieux soldat résonnait avec la fatigue des campagnes. Un berger allemand, mâle, gris et blanc, environ 3 ans, tatouage à l'oreille, LK4-7-7, dis-tu? Attends un peu. Ça me dit quelque chose. Ah, voilà. Lucas. Unité K9, Lucas, berger allemand mâle, né en 2018. Chien détecteur d'explosifs de haut niveau. 2 missions en Afghanistan. Retraité médicalement en 2021, traumatisme sévère après une explosion d'IED. Un silence. Puis le sergent ajouta d'une voix adoucie. On l'appelait radar sur le terrain. Le souffle de Robinson se suspendit. Radar? Ouais. Un chien exceptionnel. Trop intelligent, peut-être. L'explosion l'a rendu nerveux, méfiant. Hypervigilant. Il ne supportait plus la foule ni les inconnus. On a essayé de lui trouver un foyer, mais il était difficile, fermé. Ces chiens-là, quand ils ne s'attachent à personne, ils disparaissent. J'imagine qu'il t'a trouvé, lui. On dirait bien, répondit Robinson, la voix chargée d'émotion. Lorsqu'il raccrocha, il resta un moment immobile, le téléphone encore dans la main. Il regarda le chien allongé près de la porte de la grange, observant son maître d'un regard calme et lucide. Alors, radar, murmura-t-il doucement. Tu es un héros, hein? Et on t'a laissé derrière, comme moi. Le chien leva la tête, ses yeux reflétant une compréhension muette. Robinson sentit une chaleur triste lui envahir la poitrine. 2 soldats blessés, perdus dans un monde qu'ils ne comprenaient plus, cherchant simplement un coin tranquille pour guérir. Le lien entre eux venait de se sceller, silencieux et indestructible. Le lendemain matin, Robinson prit la route vers la petite ville. Son objectif, la maison de la famille. C'était une demeure modeste, bien entretenue, plantée à la lisière des bois, un lieu où chaque pierre semblait porter le poids du chagrin et de la dignité. Il frappa doucement. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, le visage empreint de bonté mais marqué par la tristesse. Ses yeux, clairs et intelligents, rappelaient à Robinson la photo jaunie de Sarah qu'il avait trouvée. Madame est... Mon nom est Robinson. Je vis sur l'ancienne ferme de Blackwood. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui appartenait à votre sœur. Les yeux d'Emily s'agrandirent. Une émotion brute traversa son regard. Sarah? Que voulez-vous dire? Robinson sentit sa retenue, son besoin d'espoir mêlé à la peur. Il parla doucement. J'ai retrouvé des objets sur ma propriété. Des objets qui lui appartenaient. Et, j'ai entendu sa voix. Il sortit lentement de sa veste un bouton de manchette terni et un petit magnétophone à cassette. Emily porta la main à sa bouche, tremblante. Ses doigts effleurèrent le bijou, puis s'immobilisèrent. Ce bouton, c'était celui de Frank Creed. Sarah le détestait.
Elle disait qu'il ressemblait à un tatouage de prison doré. Puis son regard se posa sur le magnétophone. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa voix, elle a laissé un message? Robinson hocha la tête. Oui. Un dernier message. Et il m'a révélé beaucoup de choses. Mais il reste une pièce manquante. Quelque chose que vous seul pourriez savoir. Sarah avait-elle un objet précieux, quelque chose qu'elle portait toujours? Émilie ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire. Ses boucles d'oreilles. 2 colibris en argent. Nos parents les lui avaient offertes pour sa remise de diplôme. Elle les adorait. Elle disait qu'ils symbolisaient l'espoir. Elle les portait tous les jours. Mais... Sa voix s'étrangla. Mais quand elle est morte, elle n'en avait plus qu'une. Robinson se redressa, le cœur battant. Vous êtes sûr? Oui. Elle m'avait raconté qu'elle s'était disputée violemment avec Frank Creed, près de son ancien hangar, à côté de la grange familiale. Quand elle est rentrée, elle était bouleversée en colère. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'une de ses boucles avait disparu. Elle pensait l'avoir perdue pendant la bagarre. Elle était dévastée. Elle en avait même parlé, brièvement, au shérif Thompson, quand il l'avait interrogé après la disparition de Frank. Robinson sentit un frisson parcourir son dos. Le maillon manquant venait de s'enclencher dans la chaîne. Le hangar, l'ancien hangar à outils, souffla-t-il. Il se leva. Merci, madame. Vous venez de m'offrir bien plus que des réponses. Émilie le regarda partir, le cœur serré entre la douleur et un espoir fragile, celui que la vérité, enfin, voit le jour. Le trajet du retour fut long et tendu. Robinson serrait le volant, conscient que ce qu'il possédait désormais, cette preuve tangible, pouvait faire tomber Creed. Mais cela le mettait aussi dans la ligne de mire. La route de campagne serpentait entre les pins et les bouleaux. Sur un tronçon isolé, son regard accrocha une voiture noire stationnée sur le bas-côté. Les vitres teintées rendaient impossible toute visibilité. Son instinct de soldat se réveilla immédiatement, danger. Au moment où il passait devant, il aperçut fugacement une main à l'intérieur tenant un téléphone. Il continua sa route sans ralentir, la mâchoire serrée. Ce soir-là, le ciel du Michigan s'était couvert de millions d'étoiles. Robinson se tenait sur le perron, un mug de café brûlant entre les mains. Radar dormait à ses pieds, mais ses oreilles frémissaient au moindre bruit. Un craquement soudain, étouffé, monta depuis les bois. Radar se redressa d'un bond, son poil se hérissant. Un grondement sourd monta de sa gorge, se transformant bientôt en un aboiement furieux. Robinson posa sa tasse, saisit le fusil appuyé contre le mur et scruta la pénombre. Une silhouette sombre, fuyante se détachait à peine entre les troncs. Il fit un pas en avant, mais déjà l'intrus s'enfonçait dans la forêt. Il resta là, immobile, le fusil lourd dans les mains, le souffle calme mais glacé. Radar tournait en rond, nerveux, les muscles tendus. Quelqu'un était venu jusqu'ici. Quelqu'un l'observait. Et ce quelqu'un voulait qu'il le sache. Désormais, ce n'était plus seulement une enquête. C'était une guerre. Une lutte pour la survie. Le matin suivant, la ferme semblait différente. Le silence n'était plus un refuge mais un avertissement. Même le vent, en passant dans les arbres, semblait murmurer de la méfiance. Robinson rejoignit le shérif Thompson au bord d'un lac gris et immense, noyé de brume. C'était leur lieu de rendez-vous, discret, à l'écart de tout. L'eau stagnait, calme et menaçante à la fois. Il sait, dit Robinson, la voix basse. Il a envoyé quelqu'un chez moi cette nuit. Radar l'a mis en fuite. Thompson hocha lentement la tête, fixant l'horizon sans ciller. C'était un avertissement, répondit-il. Il commence à paniquer. Il se tourna vers Robinson, le regard durci par la fatigue et la conviction. Alors, qu'avez-vous appris d'Émilie? Le vent siffla entre eux, soulevant la brume. Robinson inspira profondément. J'ai trouvé ce qu'il nous manquait, shérif. Le lien. La preuve que Creed a tout orchestré. Et il sait que je la détiens. Thompson resta silencieux un moment, puis son visage se referma comme une trappe. Alors il viendra, dit-il. Et cette fois, nous serons prêts. Radar, assis à leurs pieds, leva la tête vers eux, les yeux fixés sur la ligne d'arbres qui s'effaçait dans la brume. Dans ce regard, Robinson lut la même résolution que dans son propre cœur, la fin approchait.
La vérité, enfin, allait sortir de terre et personne, pas même un homme comme Frank Creed, ne pourrait l'enfouir à nouveau. Le dernier éclat. La dernière pièce, murmura Robinson. Il tenait entre ses doigts un minuscule bijou d'argent terni, une boucle d'oreille en forme de colibri. Sarah l'avait perdu le jour de sa disparition, lors de cette violente dispute avec Frank Creed, dans la vieille grange familiale. C'était la seule preuve tangible, la seule trace physique qui liait la jeune femme à la propriété du monstre. Le shérif poussa un long soupir. Un bijou égaré il y a 30 ans, dans un bâtiment en ruine. Tu te rends compte, Robinson? C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Sans mandat, on n'a aucune chance. Les avocats de Creed feraient tout annuler avant même qu'on ait franchi le portail. Et s'il se doute de quelque chose, il nettoiera tout. Robinson resta silencieux un moment. Au-dessus du lac, un aigle décrivait lentement ses cercles dans le ciel froid du Michigan. Puis, calmement, il répondit. Alors, on ne passe pas par la porte d'entrée. On le pousse à nous y conduire. On lui tend un piège. Le lendemain, Robinson entra dans le seul café du village, le Sawmill. L'air y était saturé de café brûlant, de bacon et de commérages séculaires incrustés dans le bois des murs. Il prit place au comptoir, simple silhouette étrangère dans un lieu où tout le monde connaissait tout le monde. Quelques regards curieux se levèrent, jaugeurs. Robinson hocha la tête en guise de salut et commanda un café noir. Son attention se porta sur un homme installé au fond, dans une banquette d'angle. Large d'épaules, mains épaisses de terre, c'était l'un des employés du domaine Creed, un homme fidèle, bavard quand il fallait, surtout après 2 bières. C'était l'audience idéale. Après quelques minutes d'attente, Robinson sortit son téléphone et composa le numéro direct du shérif, comme convenu. Thompson, répondit la voix grave du shérif. Robinson haussa légèrement le ton, juste assez pour que le jardinier du fond puisse entendre. Shérif, c'est Robinson. J'ai repensé à ce que disait Emily et sur cette vieille grange. Ça me trotte dans la tête. J'ai du matériel pour repérer les objets métalliques enfouis. Je crois que ça vaut le coup d'essayer. Il marqua une pause, laissant traîner ses mots dans l'air épais du café. Je passerai là-bas demain soir, après la tombée de la nuit. Avec un peu de chance, je retrouverai cette boucle d'oreille. Il fit mine d'écouter la réponse, hocha la tête et conclut d'un ton ferme. Compris. Je ferai attention. Il raccrocha, but d'une traite son café amer, posa quelques billets sur le comptoir et quitta le lieu sans un mot de plus. Il ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin, il sentait déjà sur sa nuque le regard brûlant du domestique. Le message allait circuler. L'hameçon était lancé. Cette nuit-là, la lune s'était effacée du ciel. Une obscurité dense, presque liquide, enveloppait les bois du Michigan. Robinson et Radar, son fidèle berger allemand, avançaient entre les troncs comme 2 ombres jumelles. Ils étaient en avance d'un jour sur le plan annoncé, c'était voulu. Radar, tout nerf et silence, flairait chaque bruissement, chaque craquement. Devant eux, la grange se dressa comme une carcasse géante, silhouette noire contre la poussière d'étoiles. C'était un monument d'un autre âge, vestige d'une époque où la famille Creed régnait sur la région. Robinson tira d'un sac une paire de lourdes pinces. Le claquement sec du cadenas brisé résonna étrangement fort dans le silence de la forêt. La porte grinça, s'ouvrit juste assez pour les laisser passer. L'air à l'intérieur était glacial et stagnant, saturé de poussière, de paille pourrie et d'essence évaporée. Le faisceau de la lampe torche découpa la pénombre, un vaste hangar rempli de machines oubliées, de ferrailles couvertes de toiles d'araignée. Robinson alluma son détecteur de métaux, le même qu'il avait utilisé sur sa propre ferme. Il commença à balayer lentement le sol. Mais le vacarme des signaux était assourdissant, boulons, clous, fragments de tôle, vieilles pièces de moteur. Chaque mètre déclenchait une alarme inutile. C'était bien la botte de foin qui le redoutait. Après une heure de recherche vaine, la fatigue le gagna. Il posa son front contre une poutre, découragé. Radar, lui, ne flânait pas. Le museau collé au plancher, il suivait une piste invisible, reniflant les interstices entre les planches. Soudain, il s'immobilisa. Dans l'ombre du fond, près d'une pile de bâches moisies, le chien se figea, oreilles dressées, corps tendu. Un gémissement sourd monta de sa gorge. Il regarda Robinson, puis gratta frénétiquement le sol. « Qu'est-ce que t'as trouvé, mon vieux » murmura Robinson. Il s'agenouilla,
approcha la lampe. Sous les pattes du chien, une planche plus large que les autres vibrait légèrement. Il glissa la pointe d'un pied de biche dans la fente. Le bois résista, gémit, puis céda dans un craquement sec. La lumière révéla un espace étroit sous le plancher, un vieux vide sanitaire rempli de poussière et de racines. Et là, au centre du cône lumineux, quelque chose brillait faiblement. Des éclats de verre irisé, les restes d'un petit flacon de parfum. Une odeur ténue, fantomatique, flottait encore, celle d'un parfum de femme, déformé par 3 décennies de silence et de terre. Parmi les fragments, un éclat d'argent dormait, un colibri aux ailes déployées. Les doigts de Robinson tremblèrent quand il le prit. La dernière pièce. La preuve. Mais au même instant, un bruit dehors déchira la nuit. Le craquement de pneus sur le gravier. Un moteur qu'on coupe. Une portière qui claque. Frank Creed avait mordu à l'hameçon. Robinson glissa l'ornement dans sa poche, éteignit sa lampe. La grange replongea dans une obscurité absolue. Il posa une main sur le dos de radar, un ordre silencieux. La porte s'ouvrit brusquement. Un faisceau violent balaya la pénombre. « Je sais que t'es là », lança la voix de Creed, arrogante et glaciale. « Tu croyais pouvoir fouiner sur ma propriété, hein ?» Vieux soldat devenu détective. Sa silhouette massive se découpa dans le contre-jour, main serrée sur une lampe, l'autre sur une barre de fer. Il fit quelques pas, balayant la pièce. Quand le faisceau accrocha Robinson, immobile au centre de la grange, Creed tressaillit un instant surpris de le voir là un jour trop tôt. Puis son rictus revint, assuré, venimeux. « Alors, t'as trouvé mon petit secret ? Et qu'est-ce que tu crois pouvoir faire, hein ? Personne ne te croira. Un ermite contre moi ? Tu rêves. » « C'est fini, Frank, » répondit calmement Robinson. Creed éclata d'un rire dur, sans joie. « Fini ? C'était fini il y a 30 ans, quand j'ai enterré cette petite idiote. Elle allait me détruire, avec ses histoires, ses accusations. Je l'ai réduite au silence, et je ferai pareil avec toi. » Il leva la barre de fer, avançant d'un pas lourd. « Personne ne te retrouvera. »« Tu te trompes, » murmura Robinson. À cet instant précis, les portes de la grange explosèrent sous un fracas métallique. 2 projecteurs éblouissants jaillirent dans la nuit, inondant l'intérieur d'une lumière blanche. Des gyrophares rouges et bleus s'allumèrent dans la cour, éclatant comme des cœurs battant dans l'obscurité. « Frank Creed » tonna la voix du shérif Thompson. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Sarah Hay. » Creed resta figé, paralysé dans le faisceau des phares. Son visage se déforma en un masque d'incrédulité pure. Il avait marché tout droit dans le piège. L'homme qui se croyait intouchable depuis 3 décennies venait d'être réduit à une ombre tremblante. Les menottes claquèrent dans l'air comme un coup de marteau sur la justice. Le métal tinta, définitif. La grange s'emplissait du vacillement des gyrophares, rouges et bleus mêlés sur les murs décrépits, pulsant comme un souffle de rédemption dans la forêt. Robinson resta là, immobile, observant la scène comme un témoin sorti d'un cauchemar trop long. Frank Creed, l'ancien seigneur du comté, l'homme dont le nom faisait trembler les familles entières, n'était plus qu'un vieillard blême qu'on poussait doucement vers l'arrière d'une voiture de police. L'arrogance envolée, la voix éteinte. Son royaume de peur s'effondrait dans un murmure de chaîne. Le shérif Thompson s'approcha. Ses traits marqués par l'âge semblaient plus lourds, mais ses yeux brillaient d'une gratitude silencieuse. « Tu l'as fait, Robinson, » dit-il d'une voix basse et respectueuse. « Toi et ce chien. Vous avez accompli ce que nous n'avons pas su faire en 30 ans. » Robinson hocha simplement la tête. Il ne dit rien. Son regard se perdit vers la lisière des bois, où l'aube commençait à dissoudre la nuit. Le vent soulevait la poussière du sol, effaçant les dernières traces du passé. Dans sa poche, le petit colibri d'argent semblait battre encore faiblement des ailes. Comme un cœur rendu à la lumière après 3 décennies d'ombre. Il ne ressentit ni triomphe ni exaltation. Aucun frisson de victoire ne parcourut son corps, seulement le poids silencieux, immense, d'une fin accomplie. Une histoire qui avait commencé par un chien creusant obstinément dans un champ se concluait ici, sous la lumière froide et impitoyable de la justice. Robinson donna sa déposition officielle, concise, méthodique, dénuée d'émotion, les faits, rien que les faits. Lorsqu'il quitta le bureau du shérif, il retrouva Radar et prit la route du retour vers la ferme. La bande jaune du crime n'était plus là. Le comté avait comblé le trou dans le champ,
laissant derrière lui une large cicatrice sombre sur la terre. L'ambulance, emportée comme pièce à conviction, n'était plus qu'un souvenir. La ferme lui appartenait de nouveau, mais elle n'était plus la même. Rien ne l'était. Le silence qui l'accueillit en franchissant le seuil n'avait plus la même texture. Ce n'était plus le silence lourd, oppressant, saturé de secrets et de culpabilité. C'était désormais un silence purifié, clair, presque apaisant, le silence d'une histoire enfin racontée. Les semaines passèrent, puis un mois entier. Les couleurs ardentes de l'automne s'éteignirent lentement sous les vents du nord, remplacées par les gris et les blancs sévères de la fin de saison. Robinson recevait parfois de brèves mises à jour du shérif Thompson, le dossier avançait, les preuves s'accumulaient, irréfutables. La microcassette contenant les derniers mots de Sarah. La boucle d'oreille en forme de colibri, retrouvée dans la grange, preuve tangible de sa présence. Et surtout, le témoignage brisé d'un homme terrorisé, Neil Baxter. Acculé, Frank Creed avait tout avoué. D'un ton glacial et détaché, il avait décrit le meurtre, puis la mise en scène minutieuse de son camouflage, chaque détail, chaque mensonge, chaque pelletée de terre destinée à effacer 30 années de vérité. Son seul motif, protéger le nom et la fortune de sa famille. Lorsque la nouvelle parut en première page du journal local, le petit comté tout entier fut secoué. Le fantôme de Sarah y recevait enfin un visage, une histoire, et un meurtrier. La justice, après 3 décennies de silence, venait de rendre sa sentence. Mais pour Robinson, une dernière tâche demeurait. Parmi les objets trouvés, il en avait gardé 2 non par défi envers la loi, mais par respect pour la mémoire. 2 choses trop intimes pour finir dans une boîte à scellés, le minuscule bijou d'argent terni et la bande magnétique renfermant la voix d'une disparue. Il les plaça avec soin dans un petit coffret de bois qu'il avait lui-même fabriqué dans son atelier. À l'intérieur, sur un lit de coton immaculé, reposaient ces 2 reliques, le pendentif en forme de colibri et la microcassette. Un matin froid et clair, il prit la route vers la maison d'Emily. Quand elle ouvrit la porte, il remarqua aussitôt que quelque chose avait changé en elle. Le regard autrefois hanté, rongé par l'incertitude, avait laissé place à une tristesse calme, profonde, mais apaisée, la douleur de savoir, si différente de celle de ne pas savoir. C'était le deuil de la vérité, non plus celui de l'attente. Elle l'invita à entrer pour un café. Leur conversation fut simple, presque banale, les saisons qui changent, les hivers rudes du Michigan, la neige qui n'attendait qu'une nuit claire pour tomber. Dans le salon, des photographies ornaient chaque mur, visages d'enfants, de petits-enfants, fragments d'une vie longue et bien remplie. Sur la cheminée, un cadre attirait la lumière, Sarah, souriante, jeune, figée dans un éternel printemps. Après un long silence confortable, Robinson posa le petit coffret de bois sur la table entre eux. « Je crois que ces objets vous appartiennent, dit-il d'une voix douce. Émilie ouvrit le couvercle. Son souffle se coupa net. Ses doigts effleurèrent la minuscule boucle d'oreille, symbole d'un espoir jadis arraché. Puis son regard tomba sur la cassette. Elle la prit avec des gestes hésitants, presque révérencieux, comme si elle tenait entre ses mains un oiseau fragile prêt à s'envoler. Sa voix, murmura-t-elle, la gorge serrée, tandis que les larmes jaillissaient lentement, traçant des sillons clairs sur ses joues. Je ne pensais jamais, jamais pouvoir l'entendre à nouveau. Quand elle releva les yeux vers lui, ils étaient emplis d'une gratitude si pure qu'aucune parole ne pouvait la traduire. Vous n'avez pas seulement découvert ce qui lui est arrivé, Monsieur Robinson. Vous l'avez ramené. Après toutes ces années, vous l'avez ramené à la maison. Robinson baissa les yeux, incapable de répondre. Il resta encore un instant, puis se leva. Il quitta la maison sans bruit, refermant doucement la porte derrière lui. Il laissa Émilie seule avec les dernières traces tangibles de sa sœur, 2 petits objets qui, désormais, pesaient moins lourd que le soulagement du cœur. Le trajet du retour fut différent de tous les autres. Les arbres dépouillés bordaient la route comme une haie d'honneur. Le ciel immense s'ouvrait devant lui, lavé par l'air glacé. Il ne voyait plus dans cette terre isolée un refuge contre le monde, mais une destination, un lieu de renaissance. Quand il atteignit la longue allée de gravier menant à la ferme, la bâtisse ne lui parut plus délabrée ni solitaire. Elle ressemblait à un sanctuaire. Elle ressemblait à un foyer. Ce soir-là, il s'assit sur les marches du perron, une tasse de café fumant entre les mains. L'air mordant annonçait la première neige. Tout autour, le monde semblait suspendu dans une paix fragile. Radar, allongé près de la porte, se leva et s'approcha.
Il ne se contenta pas de s'étendre à ses pieds, il posa sa tête lourde et noble sur le genou de Robinson, levant vers lui son regard profond, presque humain. Le vétéran passa la main dans la fourrure épaisse du chien, geste lent et régulier, comme une prière muette. Devant eux, le champ s'étendait, et la cicatrice sombre laissée par la fouille s'estompait déjà. Au printemps, pensa-t-il, l'herbe repoussera. Et avec elle, peut-être, un peu de paix. Il se souvenait du jour où il avait cherché ici un silence total, espérant qu'il étoufferait le tumulte de ses souvenirs. Il voulait s'effacer, se couper du monde, bâtir des murs contre les ombres de son passé. Mais la terre avait eu d'autres desseins. Elle lui avait donné une mission. Et cette mission, en retour, lui avait offert un compagnon. En cherchant la vérité pour une âme perdue, il avait trouvé la sienne. En affrontant un mal ancien, il avait rallumé la lumière dans ses propres ténèbres. Il baissa les yeux vers le chien à un soldat laissé pour compte. Et lui, Robinson à un ingénieur de combat brisé par les guerres et le deuil. Deux êtres cabossés, rejetés par le monde, qui s'étaient trouvés dans les bois silencieux du Michigan. Deux survivants liés par la loyauté, par la douleur, et par la rédemption. Ils avaient accompli ensemble une dernière mission, inattendue, essentielle. Et dans la paix profonde de cette nuit qui tombait, ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, un vrai foyer. Le silence autour d'eux n'était plus vide. C'était un silence plein de vie, de gratitude, de promesses muettes. Parfois, songea Robinson, le silence le plus profond ne naît pas de la solitude, mais de la présence d'un ami fidèle. Il nous rappelle qu'un but partagé peut guérir les blessures les plus anciennes, et que le chemin vers la justice pour autrui est souvent celui qui nous ramène à nous-mêmes. Radar leva la tête et posa sa truffe contre la main de son maître. Leurs regards se croisèrent. Dans cette simple connexion entre un homme et un animal, il y avait plus de vérité, plus de paix, que dans tous les discours du monde. Le vent se leva doucement, apportant avec lui le parfum lointain de la neige. La nuit descendait, paisible, sur la ferme. Et pour la première fois depuis longtemps, Robinson sentit en lui un calme absolu et non pas le vide qu'il avait cherché, mais la plénitude de celui qui a accompli ce qu'il devait faire. Il murmura quelques mots pour lui-même, presque un serment silencieux. « Tu es chez toi, mon vieux. Nous le sommes tous les deux. » Radar s'étira, soupira profondément et s'allongea à ses côtés. Le monde s'effaça lentement autour d'eux, absorbé par le crépuscule. Dans ce coin reculé du Michigan, deux âmes égarées avaient trouvé leur repos. Et dans le silence partagé entre un homme et son chien, il y avait tout ce que les mots ne sauraient dire, la paix, la loyauté, et la douce certitude d'être enfin rentré à la maison.